Un bonjour à tous déjà. Donc je vais faire un petit peu comme mon collègue, je vais vous demander tout de suite si vous arrivez à m'entendre sans micro, parce que j'ai pas véritablement la voix qu'il porte de base. Et puis moi je vais vous proposer de faire un petit voyage dans le temps de 8-9 siècles, je pense, pour m'intéresser un peu plus particulièrement à l'époque contemporaine et à ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant la révolution numérique. Alors il faut savoir dans un premier temps que mes travaux de recherche à titre personnel portent essentiellement sur la protection de la vie privée et la protection des données personnelles à l'heure de l'Internet des objets. Je suis donc à la fois dans un travail de recherche prospectif, c'est-à-dire que je m'intéresse à des technologies qui commencent à percer et à trouver des utilisations dans la vie courante, mais dont l'intérêt réside avant tout dans ce qui en sera fait dans le futur. À ce titre, je trouvais assez intéressant de m'intéresser à ce qu'on appelle la révolution numérique et à faire un petit retour en arrière. Je me suis rendu compte au cours de mes recherches qu'en réalité, tout ce qui avait eu lieu jusqu'à présent pouvait peut-être éventuellement être considéré comme tout simplement la première étape vers ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de deuxième révolution industrielle. Il ne sera pas pour moi ici question de vous parler d'une révolution numérique au sens traditionnel dans lequel on entend le terme révolution. Je pense qu'il y a déjà des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi pour en parler, et je pense également que ça a un intérêt assez certain vu l'ampleur des mouvements sociaux de ces dernières années. Je pense notamment à Black Lives Matter ou au problème de MeToo, mais aussi, si on remonte encore un petit peu plus loin, à toute la période dite des printemps arabes, qui a été quand même une période assez intéressante en termes politiques. Moi, je vais plutôt faire le parallèle avec une période dite de la révolution industrielle qui a démarré à la fin du 19e, et qui s'est poursuivie sur toute une partie du 20e. Alors, pour essayer de schématiser, parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'histoire des idées politiques ni de l'économie, grosso modo, la période industrielle a démarré avec l'intervention du machinisme, c'est-à-dire la capacité qu'ont développé les êtres humains à construire des machines pour commencer à travailler en série, à produire des objets en série. Cette période s'est accentuée dans le courant de la période industrielle avec l'apparition des usines et avec une automatisation de plus en plus accrue de la manufacturation. Cette période a débouché de manière, encore une fois, un petit peu simpliste sur ce qu'on appelle aujourd'hui la société de consommation. C'est-à-dire qu'on peut penser et revenir à la pratique du Fordisme, cette période où le président de Ford avait décidé d'augmenter les salaires de ses employés afin qu'ils puissent s'offrir les automobiles qu'ils produisaient dans ces mêmes usines. La concurrence, par la suite, a permis d'accentuer encore un peu plus ce phénomène, toujours dans le milieu automobile, en cette fois-ci proposant des services de customisation. Ces automobiles étaient produites toujours en série, mais dans des coloris différents, avec des modèles qui changeaient chaque saison. Si je compare ça avec la période un peu plus contemporaine et qui pourrait démarrer, il n'y a pas de date certaine, au début des années 90, c'est l'avènement de l'informatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un développement de l'informatique chez les particuliers, l'avènement de l'ordinateur de bureau, l'évolution des téléphones portables à la fin des années 90 et au début des années 2000 pour devenir de véritables smartphones qui vous permettent de faire toute une série d'utilités différentes. Vous avez l'avènement des ordinateurs portables, enfin de toute une série de devices, comme ils disent en anglais, qui sont nomades et qui vous permettent d'interagir, de faire à peu près ce que vous voulez, où vous voulez et quand vous le voulez. Du point de vue de la productivité et du point de vue économique, c'est également l'ère aussi du logiciel et de la production à l'unité. Dorénavant, si vous achetez des services dématérialisés, je pense à des logiciels, des films, des séries, ce que vous voulez, les coûts de production ont encore une fois diminué. Il ne s'agit plus ici que d'avoir des coûts pour la première unité de production, le reste étant réplicable à l'identique, sans jamais avoir besoin d'une autre intervention humaine ou mécanique. On voit donc ici véritablement le parallèle.
quand on repense et quand on repasse sur le plan de la véritable révolution industrielle, ce qui a succédé à la société de consommation, ça a été de plusieurs ordres. Un premier ordre, que moi je vais qualifier d'un ordre juridique, ça a été le développement de tout le système assurantiel, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est ce qui a, dans le champ de la responsabilité civile en France, le plus d'importance, le plus de prépondérance à l'heure actuelle. Tout le système quasiment français de responsabilité civile est fondé sur la possibilité d'aller actionner l'assureur de la partie adverse afin d'obtenir réparation du préjudice subi. La deuxième chose, c'est la libération des pratiques et la chute des coûts. Il y a donc une conséquence directe sur la vie économique des populations. Ça a engendré des changements sociétaux assez importants qui sont ceux qui font la société dans laquelle nous vivons actuellement. Alors moi, je vais vous proposer de revenir sur deux axes qui sont très en lien avec toute cette époque. Le premier, c'est les développements très récents de tout ce qui est la pratique assurantielle aux États-Unis et en Europe, et un peu en France. On va voir que suite à tout le développement de l'ère informatique et de tous les objets numériques que l'on peut utiliser à l'heure actuelle, la pratique assurantielle s'est véritablement développée. La deuxième chose, c'est qu'on va voir qu'on est passé à un autre stade également dans la société de consommation avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie comportementaliste et la pratique des prix dynamiques. Ce sont les deux axes que je vais développer particulièrement dans cette intervention. Je ne suis pas encore une fois un spécialiste de chacun de ces domaines, mais ce sont des pistes de réflexion pour l'avenir et pour ceux qui veulent voir un petit peu comment cette révolution numérique commence à s'opérer en douceur dans les différentes sociétés à l'heure actuelle. Alors, pour introduire tout ça, je vais commencer par parler, une fois n'est pas coutume dans cette présentation, d'une définition juridique qui est celle qu'on trouve à l'article 4, petit 4 du Règlement général de protection des données et qui est la définition du profilage numérique. Alors le RGPD le définit comme toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont définies au sein du même article du RGPD comme toute donnée permettant d'identifier, relative à une personne identifiée ou identifiable, telles que les adresses IP, etc. Il y a beaucoup de types de données personnelles. Donc le profilage consiste à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant son rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, sa localisation et ses déplacements. En gros, le profilage est utilisé en termes économiques, en termes marketing, soit pour de la publicité ciblée, soit pour déterminer de plus en plus le comportement des internautes lorsqu'ils surfent sur le net. Alors, plusieurs chercheurs parlent aujourd'hui même d'informatique ubiquitaire ou de multiplicité des identités. C'est-à-dire que de plus en plus, le profil qui se dégage de ces outils de profilage numérique a quasiment sa propre vie autonome sur le net. Il va laisser quantité de traces qui vont être agrégées, collectées, analysées et qui vont déterminer cette identité numérique. C'est un secteur qui est en perpétuelle évolution et on estime qu'en France, à l'horizon 2020, chaque individu aura dans sa maison un peu plus de 30 objets connectés qui permettront de récolter tout un tas de données et donc de peaufiner encore toutes ces identités numériques. Un des secteurs qui aujourd'hui commence véritablement à prendre de l'ampleur dans ce domaine, c'est le domaine assurantiel. Alors pour bien essayer de cerner les enjeux là-dessus, je vais essayer de commencer par vous montrer un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Puisque la particularité des États-Unis par rapport à la France, c'est que le système de sécurité sociale est principalement réduit à néant. En France, on a un système à la fois d'une sécurité sociale, donc un principe de solidarité qui s'applique, auquel on adjoint une mutuelle privée. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Plus de la moitié des personnes ont une assurance sociale qui leur vient de leur employeur. Donc ce sont les entreprises qui sont en contact directement avec des entreprises qui prévoient ce type d'assurance. Alors on distingue trois grandes étapes dans le développement de ce secteur aux États-Unis.
La première étape, elle commence dans les années 1990, avec véritablement l'avènement de l'informatique et de la puissance de calcul nécessaire pour traiter toutes les données qui étaient récoltées. Alors qu'est-ce qu'il se passait? Ces mutuelles, ces entreprises d'assurance mettaient en place ce qu'on appelle des wellness programs, donc des programmes de bien-être au sein des entreprises. Cette première période est caractérisée essentiellement par la collecte d'un certain nombre de données, mais non pas au moyen d'objets connectés, mais par rapport à des tests que les employés réalisaient lors de leur embauche et tous les ans. Donc des tests physiques, pression sanguine, etc. La deuxième caractéristique de cette période est que le système d'incitation à avoir recours à ces wellness programmes, à ces programmes de bien-être, étaient des incitations positives. C'est-à-dire qu'un employé qui était dans une situation où sa santé allait bien, où il allait bien, pouvait recevoir des incitations jusqu'à 10, 20, voire 30% de réduction sur ses cotisations annuelles auprès de sa mutuelle. Ce qui est quand même très intéressant. On parle là de sommes avoisinant les 500, 600, voire 800 ou 1000 $ par an. Cette période a pris fin vers 2006 avec la présidence de George Bush Jr. qui a permis d'attacher ces incitations aux résultats. C'est-à-dire que désormais, au cours de l'activité salariée, au cours du contrat de travail de l'employé, il fallait désormais que ces résultats à ces tests de santé progressent. Il y avait donc une incitation positive, mais uniquement dans le cas où le salarié, d'année en année et de test en test, voyait son état de santé s'améliorer. S'il se dégradait, il payait au plein tarif, les autres continuant à avoir des réductions sur le montant de leur prime. Avec l'Obamacare en 2010, donc cet acte du président Obama qui interdisait en fait une pratique qui était jusque-là assez critiquée aux États-Unis, mais dans le monde entier aussi, qui consistait à refuser pour les entreprises d'assurer les employés qui auraient été en mauvaise santé ou qui risquaient de présenter des prédispositions à certains types de cancers ou de maladies orphelines, a interdit tout simplement à ces employeurs de faire une quelconque discrimination en termes de mutuelle. L'effet un peu pervers de cet acte, c'est que du coup, toutes ces mutuelles, et on est en 2010, ces objets connectés, tous ces bracelets connectés qui permettent de mesurer les pas, de voir combien de kilomètres vous courez par jour, vos balances connectées qui permettent de connaître votre poids en temps réel, se sont grandement développées et les entreprises ont commencé à mettre en place des incitations négatives. C'est-à-dire que désormais, l'employé qui se soumet à ces tests et qui accepte de porter un bracelet connecté ou d'avoir chez lui une balance connectée, etc., pouvait se voir crédité d'un certain nombre de réductions sur ses primes de mutuelle. En revanche, le salarié qui refusait de se soumettre à ces examens ou qui, manifestement, dans son style de vie, ne s'appliquait pas l'hygiène qu'aurait souhaité que l'entreprise aurait souhaité qu'il s'applique, se voyait payer jusqu'à 3, 4, 50% plus cher ses primes d'assurance. On arrivait donc à un moment donné où un système qui a pour principe de base la solidarité se transformait en un principe beaucoup plus individualisé et où chaque employé était au final suivi plus ou moins médicalement par sa propre entreprise. Alors comment ça se passe à ce niveau-là en France ? Alors en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un système de sécurité sociale obligatoire auquel on ne peut pas déroger. De la même manière, dans les entreprises, on a un principe de non-discrimination. Tout le monde doit pouvoir accéder à la même offre au même tarif. Ça ne veut pas dire pour autant que certaines entreprises n'ont pas essayé de mettre en place un système d'incitation positive. Et dans ce cadre-là, on peut penser notamment à la première intervention dans ce domaine en 2014 de la société AXA, qui a proposé une mutuelle complémentaire au sein des entreprises avec laquelle était fourni un bracelet Withings, un bracelet qui permettait de mesurer le nombre de pas et qui permettait aussi de récolter des données lorsque vous alliez faire un footing, etc., etc. Alors c'est un système d'incitation positive, c'est-à-dire des bons de réduction,
des remises sur certains produits de bien-être, de séances de kiné, etc. À l'époque, l'initiative a été très mal accueillie en France et le projet s'est arrêté là. Il a été repris en 2017 par une autre entreprise qui s'appelle Generali et qui a mis en place un programme qui s'appelle Vitality. Alors ce coup-ci, ça touche un peu plus de 20 000 entreprises en France qui ont permis à leurs employés d'accéder à cette complémentaire. Et le programme est beaucoup plus complet. Il inclut des visites obligatoires et assez fréquentes chez le médecin, un programme de suivi et de bien-être, des bracelets connectés, toujours des personnes connectées, etc. Là, les incitations sont un peu plus importantes avec des réductions pour l'entreprise sur les primes à payer pour la mutuelle. Elle continue encore à l'heure actuelle, mais on reste dans un domaine qui reste assez limité par rapport aux États-Unis ou par rapport à ce qui se fait pour la même entreprise en Allemagne à l'heure actuelle, où là on commence à avoir des incitations négatives. En France, si la sécurité sociale reste un principe de solidarité, en revanche, les entreprises ont décalé ces expérimentations vers tout ce qui a trait à l'assurance pour les véhicules terrestres à moteur. Donc là, je pense aux automobiles. Et je pense plus précisément à une autre initiative qui est l'initiative du Pay as you drive. Le principe est simple et vous pourrez aller vérifier, je ne me rappelle plus le nom de la société en question. C'est Direct Assurance qui propose ça et maintenant ça marche très très fort puisqu'apparemment ils revendiquent un peu plus de 1,8 million de personnes qui ont souscrit à cette assurance en France. Donc c'est quand même assez conséquent. Comment ça fonctionne? Ils installent une drive box au sein de votre voiture qui va mesurer tout un tas d'indices, tout un tas de données. Ça va être les distances de freinage, l'intensité du freinage, les distances parcourues, la façon avec laquelle vous tournez le volant, est-ce qu'elle est trop brusque, est-ce qu'elle ne l'est pas assez, etc., etc., etc. En fonction de tout ça, Direct Assurance vous propose un score de conduite par lequel elle va définir votre statut de conducteur. Est-ce que vous êtes un bon conducteur? Est-ce que vous avez rempli 60% de vos objectifs, 80% ou 100%? Plus vous avancez dans ce domaine-là, plus vous montez dans votre score, plus vous avez des incitations financières à continuer à avoir ce comportement. Plus vous conduisez mal, plus vous allez vous rapprocher du plein tarif. Parce qu'encore une fois, en France, ces tarifs sont pour l'instant très encadrés, mais il est probable que dans le futur, on arrive également à un système d'incitation négative. Alors il y a quand même une particularité avec ce domaine-là, avec le domaine des assurances automobiles par rapport à l'assurance maladie et aux mutuelles de santé. C'est que dans le domaine automobile, au final, lorsque vous payez votre assurance, vous vous assurez contre les dégâts causés par autrui. Donc dans ce domaine, pour l'instant, ça ne touche pas forcément la façon qu'a la société de fonctionner. En revanche, dans les assurances santé, même si pour l'instant ça reste très encadré en France, là vous payez aussi en fonction de votre propre vie. C'est vous qui exercez une sorte de droit à vous nuire à vous-même. Et là, le paradigme commence à changer. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un système de solidarité où tout le monde paye une prime d'assurance et l'assureur espère que le risque ne se réalise jamais. Là, vous commencez à payer de manière individualisée et à vous désolidariser de cette forme d'assurance collective. Je ne sais pas ce que ça peut donner exactement en termes d'organisation dans le futur, mais en tous les cas, il est sûr que ça va changer pas mal de comportements et peut-être aussi une certaine approche juridique de la problématique. Alors sur le fond, toutes ces innovations portent également sur une problématique un petit peu plus large, sur un phénomène un petit peu plus large, qui est celui de ce qu'on appelle l'économie comportementaliste et de la fixation dynamique des prix. Ça va être la deuxième partie de mon intervention, si j'ai le temps. Il me reste 3 minutes. Alors on va faire très très simple. Grosso modo, j'imagine qu'à peu près tout le monde déjà a commandé un billet d'avion en ligne ou a réservé un billet de train en ligne. Vous avez tous constaté
à un moment ou à un autre, qu'en fonction du moment où vous commandez votre billet de train ou d'avion ou de la destination à laquelle vous souhaitez aller, vous n'allez pas payer le même tarif. Ça s'appelle le yield management. On va avoir une discrimination tarifaire en fonction du moment, en fonction des places disponibles et en fonction des destinations, s'il y a plus ou moins de monde qui va le faire. Uber, dans ses véhicules de courtoisie, si on veut appeler ça comme ça, pratique à peu près la même chose pour éviter un surencombrement des réseaux lors d'événements assez importants, type concert, etc. On va avoir une tarification qui va être multipliée par 2 ou par 3. Globalement, le monde des objets connectés va permettre ça à terme. Beaucoup d'entreprises commencent à s'interroger tout simplement dans le monde physique sur la disparition des étiquettes de prix. Il suffit pour cela de concentrer votre carte bancaire dans votre téléphone, vous êtes suivi au travers de différents réseaux Wi-Fi publics, privés, vous arrivez dans le magasin et en fonction de votre profil d'achat, qui est un profilage numérique véritable, où vous allez avoir une agrégation de données bancaires, vos historiques d'achat, vos préférences, tout ce qui a pu être collecté sur vous, et l'application et le magasin vont déterminer en temps réel, les tests ont déjà été réalisés aux États-Unis et en Angleterre, vont déterminer en temps réel le prix maximum que vous êtes prêt à débourser pour obtenir le produit que vous souhaitez. Voilà, je pense que j'ai assez D'accord, très bien. résumé. Merci, Charlie.